Écoutez, vous le connaissez ce son, non? Bah oui, vous l'avez tous entendu au moins une fois, même si vous n'êtes pas chasseur. Bah oui, c'est un des sons les plus familiers de nos campagnes, c'est pour ça. Et pourtant, cet oiseau n'est pas d'ici. D'ailleurs, est-il de quelque part? Non, c'est une vraie question. Alors parenthèse, parce que ici c'est une chaîne inclusive. Si t'avais pas compris que le son qu'on vient d'entendre, il provient d'un oiseau, ne lâche rien, on est tous avec toi. Cet oiseau, c'est le faisan de Colchide, Phasianus colchicus. Oui, son nom est tout à fait évocateur. Colchide, c'est le Caucase, la Géorgie d'aujourd'hui. Du coup, la question revient tout le temps dans les débats autour de la chasse. Il est d'ici ou pas, le faisan? Tu te poses la question à propos du blé. Je te dis ça parce que le blé a été domestiqué dans le croissant fertile et arrivé en Europe au néolithique. Et la vigne qui donne les grands crus dont on est si fier en France, elle vient à l'origine du même endroit que le faisan, le Caucase. La chèvre, le mouton, leurs ancêtres viennent du Proche-Orient. Et attends, il y a encore mieux, le mouflon corse, souvent présenté comme du sauvage pur et dur, en réalité, il descend très probablement des moutons domestiques introduits au néolithique qui sont redevenus sauvages. Personne ne traite le blé, la vigne ou la chèvre d'intrus. Alors pourquoi le faisan, lui, doit passer son temps au tribunal et il doit montrer son passeport? La vraie question, c'est pas d'où il vient, c'est à partir de quand un animal devient-il d'ici? Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Bon, d'abord, on va décrire la bestiole. Le mâle a un plumage cuivré, métallique, un collier blanc et une longue queue. La femelle, en revanche, est brune tachetée en mode camouflage intégral. Parce qu'elle niche au sol dans une simple cuvette planquée dans l'herbe ou sous un couvert dense. Donc toute sa survie et celle de sa couvée dépend de sa capacité à devenir invisible. Alors oui, le mâle peut faire le beau, il en rame pas une. Le faisan est polygyne. Au printemps, un coq s'installe, défend son secteur contre les autres mâles et peut attirer plusieurs femelles autour de lui. Parfois, c'est des véritables petits harems. Et là, il parade. Il déploie sa queue, tourne autour de la femelle dans une démonstration qui ne laisse aucun doute sur ses intentions de crevard. J'ai envie de toi, Nicole. Côté alimentation, c'est un omnivore opportuniste. Insectes et invertébrés, pour les jeunes, c'est vital. Les poussins ont besoin de protéines pour grandir vite. Comme la perdrix, je vous renvoie à l'épisode qui explique son déclin. Et aussi des graines, céréales et baies pour les adultes, selon la saison. Un régime qui colle exactement au paysage agricole. Il va chercher sa nourriture dans les champs, mais il a besoin d'autre chose à côté pour vivre. Comme quasiment à chaque fois que je décris une espèce, le faisan est un oiseau de lisière, pur jus. Il lui faut une mosaïque de milieux, des cultures pour manger, des haies et des couverts pour se planquer, des zones au sol nu ou de végétation basse pour nicher. Un paysage uniforme, même riche en nourriture, ne lui suffira pas. Sans cette diversité, tu peux lâcher autant d'oiseaux que tu veux, t'auras une présence temporaire, mais pas une vraie population qui tient toute seule. Oui, c'est une sorte de règle générale, quoi. Chevreuil, perdrix, lièvre ou sanglier, toutes les espèces ont besoin de cette diversité de milieux pour vraiment s'installer. Ouais, c'est pas un scoop. Voilà, le faisan en ça, il a rien de spécial, c'est juste un très bon révélateur de cette règle, parce qu'il est particulièrement exigeant sur ce point. La poule faisane pond entre 7 et 15 œufs, et dès la sortie de l'œuf, les poussins ont déjà les yeux ouverts, sont couverts de duvet et suivent immédiatement la mère. Pas de nid douillet où on reste planqué quelques semaines, c'est bienvenue dans la vie, lève-toi et marche. Quelques heures après l'éclosion, toute la famille est déjà en train de fourrager dans l'herbe. Et la dernière chose à savoir sur cet animal, c'est pas un champion du vol longue distance, c'est le moins qu'on puisse dire. Face au danger, sa première option, c'est la course. Il se faufile dans le couvert, tête baissée, et il disparaît. Tous les chasseurs connaissent ça, le chien est à l'arrêt et en fait, y a rien, parce que le faisan il est en train de piéter devant, parce que le vol c'est pas le plan B, c'est le plan C. Et quand il s'y résout à voler, c'est un départ explosif, bruyant et impossible à rater. Ce claquement d'ailes, tu peux le confondre avec rien d'autre. Alors petite précision, quand on dit le faisan, on simplifie. Il existe une trentaine de sous-espèces de Phasianus colchicus, plus des variantes créées par l'homme au fil des sélections. Même le fameux collier blanc, c'est pas forcément celui de l'originel caucasien. Le faisan qu'on voit dans nos plaines n'est pas une relique, c'est plutôt un oiseau qui a été remixé, en quelque sorte, plusieurs fois. Et ça, c'est important pour la suite de la vidéo. Donc tu vas me faire le plaisir de ne pas l'oublier. Non, mais j'ai décidé d'être un peu descendant, ça suffit maintenant. Bon, maintenant qu'on connaît l'animal, revenons à la question de départ. D'où il vient et depuis quand il est chez nous? Et là, disons-le carrément, il n'a pas d'acte de naissance. Aucune date qui nous ferait dire « Ah ben voilà, ça y est, c'est là que tout commence ». Eh ben non, il n'y a rien de tout ça. On parle vaguement de l'an 500, sauf que quand on va voir d'où elle vient réellement, cette date, on découvre qu'elle parle de l'Europe en général et je dois dire que j'ai eu du mal à m'y retrouver dans tout ce fatras.
En gros, une estimation datant de 1980, reprise par une étude bulgare en 2001, reprise à son tour par une étude sur la Hongrie et la Serbie en 2021. Et tout ça qui finit par circuler partout comme si c'était un fait établi. Alors que personne dans la chaîne n'est jamais remonté vérifier d'où ça sortait vraiment. Hein. Pas de site, pas de fouille, pas un seul os qu'on pourrait te montrer en disant « Regarde, c'est lui là, juste là, c'est bon, on l'a trouvé ». Oui, je suis investi dans mes vidéos, quoi. Et là, je vous parle de l'Europe en général en plus, parce que pour la Gaule, en fait, on n'a quasiment rien, que dalle. Oui, je parle de la Gaule parce qu'à cette époque-là, la France n'existe pas encore. Pour parler de France, il faut attendre au minimum la Francie occidentale après 843, et plus solidement le royaume capétien à partir de 987. Voilà, pour moi c'est gratuit. Alors les Romains, eux, connaissaient très bien le faisan. Hein. Pline en parle, Martial aussi, c'est l'oiseau de prestige par excellence, hein, celui qu'on sert à un banquet pour en mettre plein la vue aux invités. Mais les Romains connaissent le faisan et les Romains ont amené le faisan en Gaule pour qu'il s'y installe, eh ben c'est pas la même chose. Et sur le deuxième point, il n'y a que dalle, hein. Aucun site gallo-romain avec des restes de faisan n'a été trouvé. La première vraie trace française qu'on peut montrer, elle arrive beaucoup plus tard. L'abbaye de Saint-Denis avec des restes attribués aux faisans dans des couches qui vont du 6e au 13e siècle. Oui, à ce niveau-là, c'est une belle couche. Voilà notre premier jalon concret. En revanche, à partir de là, ça devient plus incarné. Charlemagne en fait élever dans ses domaines. Saint-Louis l'installe dans le bois de Vincennes. Sous Henri IV, c'est un gibier royal. Sous Louis XIV, on monte des élevages organisés. Tu vois le motif ? Volière, prestige, élevage seigneurial ou royal ? À aucun moment on ne tombe sur « et là, on découvre une population sauvage qui vivait dans nos forêts depuis toujours ». Non, le faisan dans l'histoire de France est un animal de pouvoir. Il est géré, élevé et surtout montré. Et ce n'est qu'entre 1500 et 1700, donc l'époque moderne, hein, pas si lointaine, que le faisan finit par s'installer sur l'ensemble du territoire français. Et même là, accroche-toi, à la fin des années 90, on estimait les couples reproducteurs français entre 100 000 et 300 000, pour 12 à 15 millions d'oiseaux lâchés chaque année à la même époque. Et en 1987, on considérait que moins d'une centaine de populations étaient capables de tenir toutes seules, sans qu'on les réapprovisionne. Donc voilà le problème, hein. Même la présence établie du faisan en France, depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, est brouillée par l'élevage et les lâchers. On ne trouve jamais ce moment où le faisan serait juste là, tout seul, sans personne derrière pour l'élever et le relâcher. Et la suite ne simplifie rien, hein. Parce qu'à partir de l'époque moderne, le faisan qu'on voit en Europe, c'est plus seulement l'héritier supposé des anciennes introductions caucasiennes. D'autres formes arrivent d'Asie, des faisans à collier venus d'Extrême-Orient, des formes dites mongoles, des oiseaux élevés, sélectionnés, croisés, puis relâchés. On cherche à ce moment-là des oiseaux adaptés aux volières, aux parcs, puis aux usages cinégétiques, des faisans visibles, disponibles et surtout reproductibles. Et là, franchement, ça part un peu en cacahuète, hein, parce qu'on n'a plus affaire à une seule histoire, mais à des introductions successives, des mélanges entre sous-espèces, des élevages qui sélectionnent certains caractères, puis des lâchers qui remettent ces oiseaux dans la nature. C'est exactement ce que montrent les études génétiques récentes. Les populations européennes actuelles portent la trace de plusieurs origines. On y retrouve des signatures liées au groupe caucasien, mais aussi à des formes asiatiques introduites plus tard. Alors voilà ce qu'on peut dire honnêtement et sans rien inventer. Le faisan qu'on croise aujourd'hui dans nos campagnes, ce n'est pas le descendant intact d'une introduction antique à une date précise par un peuple précis. C'est 2000 ans de déplacement, d'élevage, de sélection et de croisement. Et si on cherche dans toute cette histoire le moment où le faisan aurait existé indépendamment de l'homme sur ce territoire, eh ben on trouve que dalle. Ça n'existe pas, parce que le faisan, avant d'être un animal sauvage, c'est d'abord un animal humain. Garde ça en tête parce que tout ce qu'on va voir maintenant, c'est une seule et même histoire, mais vue sous des angles différents. Alors à partir de là, qu'est-ce qui change vraiment entre Louis XIV et aujourd'hui ? Sur le fond, pas grand-chose. Le faisan est toujours géré, élevé et produit. Ce qui change, c'est surtout l'échelle. Au XXe siècle, surtout après-guerre, les méthodes d'élevage explosent. Incubation artificielle, bouffe contrôlée, volière industrielle, on passe d'un élevage seigneurial de quelques centaines d'oiseaux, peut-être quelques milliers, à une production qui se compte en millions aujourd'hui. En France, on parle d'environ 10 millions de faisans lâchés chaque année. Au Royaume-Uni, c'est entre 35 et 48 millions. Et ce phénomène est dans la continuité exacte de ce qu'on vient de raconter. Juste à une échelle que même Louis XIV n'aurait pas pu imaginer. Et à ce qui se raconte, il avait une imagination de dingue, le gars. Au Royaume-Uni, une étude a montré qu'environ 60% des faisans lâchés ne finissent jamais dans l'assiette d'un chasseur. 60%. Ça fait une vingtaine de millions d'oiseaux qui meurent autrement. Ou alors, il y a aussi certains qui survivent après la saison. Et attention, c'est pas « Ah bah voilà, la nature reprend ses droits, le faisan sauvage échappe au système ». Non, c'est un système entièrement fabriqué par l'homme du début à la fin qui produit lui-même en masse des trajectoires qu'il n'avait juste pas prévues. Même les ratés du système font partie du système. Bon, alors si tout ce qu'on vient de dire est vrai,
Si le faisan n'a jamais existé sans l'homme sur ce territoire, est-ce qu'il existe au moins des endroits où c'est différent? Eh bah oui et non. En Eure-et-Loir par exemple, mais il y en a d'autres, certains territoires ont changé de logique. Moins de lâchers massifs, plus de travail sur le milieu, des couverts, des haies, des comptages, des prélèvements raisonnés. Le résultat, c'est pas fait attendre, hein. Les reproducteurs passent d'environ 250 à plus de 2200 en une quinzaine d'années, sans réinjecter des oiseaux d'élevage. Alors voilà, est-ce que c'est ça le moment où le faisan devient enfin lui-même indépendant de nous? Eh bah pas vraiment, parce que cette population-là, elle tient, mais pas toute seule. Elle tient parce que des humains ont décidé d'aménager le paysage pour elle, couverts, haies, gestion des prélèvements. C'est pas une absence de gestion humaine, c'est une gestion différente. On est passé d'agir directement sur l'oiseau, l'élever, le lâcher, et agir sur son environnement. Donc même l'autonomie, ici, est encore un choix humain, juste un choix plus indirect. Et ça confirme exactement ce qu'on disait, le lâcher massif ne crée pas une population viable. Ce qui fait tenir le faisan, c'est le paysage. Mais le paysage, lui aussi, c'est nous qui le faisons. Dernier point, on a souvent mis les mauvais résultats des repeuplements sur le dos des oiseaux d'élevage. Ils étaient soi-disant moins farouches, avec des vols pourris, zéro instinct de survie, etc. Du coup, l'ONCFS, l'ancêtre de l'OFB, a monté un conservatoire avec des faisans capturés directement dans la nature pour utiliser leurs descendants dans les programmes de repeuplement. Regarde bien ce qu'on est en train de faire. On cherche à retrouver par la sélection, donc par un acte humain encore, des comportements qu'on suppose sauvages. La méfiance, le vol explosif, la capacité à utiliser le couvert. Même la tentative de rendre le faisan plus sauvage passe par l'élevage et la sélection. Même désartificialiser l'oiseau, c'est encore de l'artifice. Alors ces qualités-là, elles existent vraiment chez certains éleveurs, elles sont conservées dans certaines lignées. Comme on sélectionne des caractéristiques chez un chien ou un cheval. Mais on ne les retrouve pas comme on retrouverait un trésor enfoui. On les sélectionne, on les fabrique, encore. On a commencé cette vidéo avec une question. Le faisan est-il chez lui? Et pendant toute cette vidéo, on a cherché. Dans l'histoire, dans la génétique, dans les populations naturelles, dans les conservatoires. On a cherché ce moment où le faisan en France serait simplement là, indépendant, installé sans nous. Ce moment n'a jamais vraiment existé sur notre territoire. Alors non, le faisan n'est pas chez lui au sens strict d'une espèce endémique, présente ici avant nous, sans nous et hors de nous. Mais il n'est pas non plus seulement un intrus qu'on pourrait effacer du paysage comme une erreur. Son histoire française est trop longue, trop travaillée, trop humaine pour se résumer à ça. Le faisan de nos campagnes, c'est un animal que nous avons toujours eu entre les mains, depuis au moins le haut Moyen-Âge, puis dans les domaines, les volières, les parcs, les chasses royales, les élevages et les lâchers. Il n'est pas le résidu intact d'une nature ancienne. Il est le produit d'une histoire. Et ça, ça pose une question. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir sa place? Vous avez 4 heures. Ça veut dire quoi pour un animal dont la présence dépend autant de nous? Ce faisan-là, celui qu'on élève, qu'on lâche, qu'on gère, qu'on tire, c'est un animal de nature, mais c'est aussi un animal de culture. Alors si un jour on décide d'arrêter, admettons, on arrête de le faire naître, de l'élever, on arrête de le lâcher, qu'est-ce qu'on accepte exactement? Alors on vient de le voir, on n'accepte pas un retour à la nature. Il n'y en a pas de ce retour à la nature en France. Il n'existe pas cet état originel du faisan auquel on pourrait revenir. Non, on accepterait surtout la fin d'une histoire. Une présence de plus de 1000 ans qui s'arrêterait parce qu'on aurait cessé de la continuer. Alors ce n'est ni bien ni mal en soi, mais c'est peut-être ça la vraie question. Pas seulement est-ce que le faisan a sa place, mais plutôt est-ce que nous voulons encore continuer cette histoire ? Ou est-ce que nous acceptons de la laisser s'arrêter? Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dites-moi en commentaire, vous a-t-elle plu cette histoire de faisan? Oui, dites-moi en commentaire si vous avez appris des trucs, parce que moi je me suis régalé en faisant mes recherches. Mettez-moi en commentaire aussi, ça m'intéresse votre avis sur les lâchers de faisans. On devrait arrêter à votre avis ou pas? Parce que moi perso, je vais pas tirer sur un faisan de boîte, ça c'est sûr. En revanche, un faisan géré qui est né dans la nature, et même s'il est maintenu par la main de l'homme, je vois pas où est le problème. Parce que oui, c'est un formidable animal de chasse qui met les chiens à rude épreuve et que nous on aime bien voir les chiens travailler. Et puis on aime bien chasser, ça c'est pas un scoop. Voilà, en attendant les amis, gardez le cap, c'est important. Abonnez-vous, likez, partagez, merci aux gens qui me soutiennent sur Tipeee et Paypal. Vraiment merci de tout mon cœur. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.